Dans cette vidéo, nous allons aborder les trains simples d'engrenage que vous avez déjà dû voir en STI 2D, pour ceux qui ont fait STI 2D, et les transmissions par lien flexible. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un engrenage déjà, pour rappel? Un engrenage, c'est l'ensemble de deux roues dentées qui engrainent l'une sur l'autre. Donc ici, vous avez un exemple typique d'engrenage. Deux roues dentées qui engrainent l'une sur l'autre. D'accord? Ici, la représentation schématique de ce montage. Donc, ce sont ce qu'on appelle les cercles primitifs qui sont représentés en point de contact avec ce qu'on modélise comme un roulement sans glissement au niveau du point de contact. C'est-à-dire que la vitesse au point de contact est nulle entre les deux roues. D'accord? Donc, on va donner quelques caractéristiques importantes d'un engrenage. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques importantes? Pour commencer, on a les diamètres primitifs. D1 et D2 par exemple. Ici, imaginons que ce soit D1 ici et D2 ici. Ce sont les diamètres auxquels on peut modéliser le roulement sans glissement. C'est-à-dire que ce sont les diamètres auxquels on a le point de contact ici de notre poussée du pignon sur la roue ou de la roue sur le pignon. Celui qu'on appelle pignon, c'est le plus petit des deux, et celui qu'on appelle la roue, c'est donc le plus grand des deux. Et on peut aussi parler de l'anthrax. L'anthrax, c'est la distance entre les deux axes de rotation de nos roues. Et vous vous doutez bien que, puisqu'ici on a contact, l'anthrax est égal à la somme des rayons primitifs. Puisque ici j'ai R1 par exemple, plus R2 ici. Ça va me donner l'anthrax, la distance entre les deux axes, entre les deux centres de rotation. Autre caractéristique importante, le pas. Alors le pas, c'est important sans que ce soit pour autant indispensable pour vous de vous en rappeler. Le pas, c'est quoi? C'est la longueur d'arc occupée par une dent et le creux qui le suit. C'est-à-dire que le pas, c'est donc l'arc de cercle primitif compris entre deux dents. Donc ça va être quoi? 2pi fois r, c'est-à-dire 2pi fois r, c'est le périmètre de mon cercle primitif, puisque r c'est mon rayon primitif. 2pi r, ça me donne le périmètre. Et donc 2pi fois r divisé par z, le nombre de dents, me donne le pas. Et évidemment, pour que deux roues puissent engrainer l'une sur l'autre, il faut que j'ai le même pas. Puisque sinon, mon autre dent ici, si elle n'occupe pas la même longueur d'arc, si elle ne vient pas rentrer dans ce creux et avoir un creux qui permette de loger cette dent-là, ça ne va pas aller. Donc, le pas des deux roues dentées d'un engrenage doit être le même. Je vais donc avoir 2pi fois R1 sur Z1 est égal à 2pi fois R2 sur Z2. Z étant le nombre de dents. Évidemment, le nombre de dents d'une roue dentée est un paramètre important. Cela va sans dire. Et donc, on va définir le module. Le module qui finalement est une image du pas, hein, à pi près. Le module, c'est quoi? C'est le diamètre primitif de mon engrenage divisé par le nombre de dents. Et on a vu qu'il fallait que, pour que deux dents engrainent l'une sur l'autre, il fallait qu'elles aient le même pas. Et donc, vu la définition de ce qu'on appelle le module, il faudra que les roues dentées aient le même module pour pouvoir engrainer l'une sur l'autre. Le module, c'est le diamètre primitif sur le nombre de dents. Donc, plus le module est élevé, moins il y a de dents sur ma roue dentée. D'accord ? C'est important cette notion de module, notamment de pouvoir citer cette propriété que pour engrainer, deux roues dentées doivent avoir, pardon, je n'arrête pas de dire deux dents, deux roues dentées doivent avoir le même module. Alors on va pouvoir rencontrer deux principaux types de dents, les dentures droites qui ont pour avantage d'être faciles à fabriquer, du coup d'être économiques parce qu'on en trouve beaucoup, et de pouvoir admettre des petits déplacements axiaux, c'est-à-dire que si j'ai un petit glissement ici, ça ne change pas mon engrainement. L'inconvénient, c'est que ce sont des engrenages qui peuvent être bruyants. Par contre, on peut aussi rencontrer des dentures hélicoïdales. Les dents sont en hélice sur la roue dentée. L'avantage, c'est que ce sera plus silencieux, qu'ils permettent de transmettre des couples plus importants, parce qu'on a une plus grande surface de transmission, mais on ne va pas aller jusque-là dans notre étude des roues dentées. Et l'inconvénient, c'est qu'ils sont à l'origine d'efforts axiaux, c'est-à-dire que puisque c'est une forme d'hélice, je vais forcer sur mon axe dans le sens de l'axe. Alors voilà, j'en ai amené ici pour vous, bande de petits chanceux. J'ai ici par exemple une denture droite
associé à une denture hélicoïdale. Vous voyez bien que ça ferait une hélice comme ça, le long du cylindre. Alors on en a d'autres. Hein. Ici, 2 dentures hélicoïdales, d'accord, avec on dit un angle d'hélice. Vous voyez, l'inclinaison de l'hélice n'est pas la même. Donc avec un angle d'hélice différent. Et ici, une roue dentée classique à denture droite. D'accord. On verra pourquoi il y a la présence ici de cette fente, de cette rainure, de manière à mettre une clavette. Donc, ça c'est dit. Le rapport de transmission pour un étage à contact extérieur. Alors qu'est-ce qu'on appelle un contact extérieur? C'est quand c'est l'extérieur des deux roues dentées qui se touchent. Lorsque c'est l'extérieur de l'une et l'intérieur de l'autre, comme ici, on appelle ça un contact intérieur. Et donc, dans le cas d'un contact intérieur, cette formule que je vous propose ici n'est pas valable. Mais donc, ce dont il faut se rappeler, c'est que pour un étage, le rapport de transmission, c'est-à-dire la vitesse de 2 par rapport à 0 sur la vitesse de 1 par rapport à 0, 0 c'est le bâti, ce sera égal à moins R1 sur R2, c'est-à-dire moins D1 sur D2, c'est-à-dire moins Z1 sur Z2, puisque D et Z sont liés par le module. D'accord? Donc, on va avoir ici, si c'est du 2 sur 1, en nombre de dents, c'est du 1 sur 2. Il faut se rappeler qu'on a toujours ce résultat croisé là. D'accord? C'est important pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Et le moins 1, parce que c'est un contact extérieur. Si c'est un contact intérieur, je n'ai pas le moins 1. C'est le même résultat, mais sans le moins 1. OK? Et donc, si j'ai plusieurs étages d'affilée, cette formule, vous êtes censé la connaître, mais je vous la rappelle. Le rapport de transmission entre la sortie et l'entrée, c'est moins 1 puissance n, avec n le nombre de contacts extérieurs, fois le produit du nombre de dents des roues menantes, divisé par le produit du nombre de dents des roues menées. Sortie sur entrée me donne menante sur menée. Menante, c'est-à-dire les entrées successives, et menée, les sorties successives. Donc j'ai toujours ce croisé là, pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. OK? Autre cas de figure, dans les engrenages, la roue et vis sans fin, qu'on classe comme un engrenage. Cette fois-ci, le rapport de transmission sera égal au nombre de dents de la vis divisé par le nombre de dents de la roue, sous-entendu que la vis est considérée comme l'entrée de mon système. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme l'entrée par défaut? Parce que dans la plupart des cas, mais pas toujours, suivant l'angle d'hélice et le coefficient de frottement, un peu comme pour le système vis-écrou, eh bien, c'est souvent la vis qui constitue l'entrée, car le système est irréversible, c'est-à-dire qu'il arrive fréquemment que la roue ne puisse pas entraîner en rotation la vis. Par contre, l'inverse, si, c'est-à-dire la vis peut entraîner la roue en rotation. C'est le cas lorsque cette solution elle est intéressante si on cherche un assez grand rapport de transmission et si les axes sont orthogonaux. Parce que vous voyez ici, l'axe de la vis est orthogonal à celui de la roue. On va prendre un exemple ici, très simple, d'accord? Vous allez essayer de calculer le rapport de transmission en prenant pour entrée 1, la roue 1 qui est ici en bleu, et pour sortie 4, la roue qui est ici. Alors, si on corrige cet exercice, c'est assez facile. Je vais prendre une feuille. Hop. Je compte le nombre de contacts extérieurs. N égale combien? N égale, ici c'est un contact intérieur. Je suis à l'intérieur de la roue 1. Contact extérieur 1, contact extérieur 2. Donc j'ai N égale 2. Ce qui veut dire que j'ai oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0 est égal à moins 1 puissance 2 fois, alors, hop, produit du nombre de dents des roues menantes. Je reprends mon schéma. Roue menante, entre 1 et 2,
c'est 1 qui est menante, et j'ai 80 dents. Donc j'ai Z1 comme roue menante. Quand j'ai Z2R, vous voyez, il y a R et P ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ici, petit r, petit p. Et donc, les roues menées dans ce cas-là, c'est Z2R. Ensuite, menante Z2P. Menée Z3R. Menante menante Z3P. D'accord. Menante menée Z4. Enfin menée. Et donc je remplace Z par les valeurs en nombre de dents indiquées sur le schéma et je vais obtenir mon rapport de transmission. Ici, je vais obtenir I égale 0,23. D'accord? I ou K, peu importe. Ce sont les deux lettres fréquemment rencontrées. D'accord? Moins 1 puissance le nombre de contacts extérieurs. 1, 2, fois produit du nombre de dents des roues menantes. Z1, Z2P, Z3P, sur produit du nombre de dents des roues menées. Z2R, Z3R et Z4. Ok, donc c'est très simple. Maintenant, une petite note de cours, plus qu'un vrai cours, hein, sur les transmissions par les liens flexibles. Qu'est-ce qu'on appelle les liens flexibles? C'est les transmissions de type pignon et chaîne, puisque la chaîne est flexible, d'accord? Et de type poulie-courroie, avec la courroie flexible. Dans le cas où je peux négliger le glissement, c'est-à-dire que ici c'est une courroie crantée dans des poulies crantées, donc il ne peut pas y avoir de glissement de la courroie sur la poulie. Mais on peut rencontrer des cas où la courroie est lisse dans des poulies lisses, et là il peut y avoir glissement, et donc le rapport de transmission est moins clair à déterminer, en tout cas moins... Voilà, je ne trouve pas le mot que je cherche, c'est pas grave. Et du coup, pour les transmissions à lien flexible, le rapport de transmission, vitesse de sortie sur vitesse d'entrée, est égal au rapport inverse des rayons, c'est-à-dire, mais sans signe moins, hein, attention, c'est-à-dire rayon d'entrée divisé par rayon de sortie. À condition que le glissement soit négligeable, c'est pas soit, mais soit, et que la courroie ne soit pas croisée. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer, mais quasiment jamais dans nos systèmes, des courroies croisées. À ce moment-là, il y aurait un moins 1, mais c'est un cas de figure dont on ne parlera pas spécialement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la courroie non croisée et pas de glissement. À ce moment-là, j'ai cette relation.